BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto. On l'a appris en début de semaine, les Genoom, les jeux à objets numériques monétisables, sont autorisés à titre expérimental pour une durée de 3 ans. On va voir dans quelles conditions avec Jérémy Lebescon. Bonjour Jérémy. Bonjour Amaury. Chef de rubrique Crypto Web3 à Capital.fr et 21 millions. Et puis on parlera aussi avec vous de l'AMF, Jérémy, l'autorité des marchés financiers, qui d'après la Cour des comptes n'est pas en grande forme. Ses missions s'élargissent, mais pas ses finances. Grégory Raymond, cofondateur et directeur de la recherche chez The Big Whale, est avec nous également. Bonjour Grégory. Bonjour Amaury. Grégory, on parlera de BlackRock, parce qu'après l'ETF Bitcoin Spot, le premier gestionnaire d'actifs au monde continue d'accélérer dans la crypto. C'est officiel depuis quelques jours. Il lance son premier fonds tokenisé émis sur la blockchain publique Ethereum. Il s'appelle Build, donc BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. Grégory, on va commencer tout de suite par ça. Comment ça marche et qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut expliquer un peu en quoi ça consiste à ceux qui nous écoutent? Oui, c'est très simple. On va essayer de vulgariser un maximum. Donc en fait, Build, c'est un fonds tokenisé sur la blockchain Ethereum. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a dans ce fonds-là? Tout simplement des bons du trésor américain, des obligations souveraines, en fait, tout simplement, qui sont mis sur la blockchain. Un token relié à ce fonds équivaut à $1. Et c'est intéressant parce que ça procure donc du rendement à ses détenteurs, donc des rendements qui sont issus des bons du trésor américain. En ce moment, c'est à peu près 5,5% annuel. C'est un placement très sûr, donc ça en fait un produit automatiquement très attractif. Bon, on va voir que ça peut ressembler à ce qui existe déjà du côté des stablecoins, Grégory, mais d'abord, qui peut s'exposer à ce fonds? Parce que je crois que c'est pas pour tout le monde. Et oui, pas tout le monde ne peut s'y exposer, donc c'est un produit qui vient à peine de se lancer. Ça a été présenté le 21 mars, donc il y a une petite semaine, et en gros il va falloir être accepté, whitelisté par BlackRock pour pouvoir en acheter. Donc c'est des investisseurs professionnels qualifiés. Pour l'instant, il y en a une petite dizaine qui ont été whitelistés. On n'en connaît pas beaucoup. Tout ce qu'on peut dire, parce qu'on a enquêté cette semaine avec The Big Whale, c'est que la grande majorité, ce sont des entreprises crypto. Que des entreprises crypto, mais en tout cas que des entreprises, que des professionnels, Grégory, pas particuliers. Voilà, on ne peut pas y aller, nous. Bon, et effectivement, 2 articles à retrouver dans The Big Whale sur ce sujet. Et effectivement, Grégory, on le disait, c'est pas pour tout le monde. Le token de BlackRock ne peut pas pour le moment être intégré dans des protocoles de finances décentralisées. C'est ça la différence avec les stablecoins? Si vous voulez, si, en fait, ça va pouvoir être intégré. Ça va pouvoir être intégré. Ah, ça va pouvoir être intégré. Alors, quelle est la différence avec un stablecoin classique, on va dire? Disons que c'est que c'est BlackRock derrière. C'est BlackRock derrière, et en fait les stablecoins, la plupart des stablecoins, leur réserve, elle est basée sur des bons du trésor américain. On peut parler par exemple du DAI de Maker, on peut parler aussi de chez l'USDC de Circle ou Tether, donc l'USDT. Ce sont des bons du trésor derrière, mais ce sont pas des bons du trésor qui sont vraiment optimisés pour la blockchain. Là, ils sont directement sur la blockchain, donc ça va beaucoup plus vite si vous voulez. On peut les acheter et les vendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et surtout on peut toucher le rendement issu des bons du trésor. En fait, sur le produit de BlackRock, tous les jours. Dans le système traditionnel, c'est des intervalles de temps beaucoup plus longs. Voilà, et la grande nouvelle, effectivement, c'est que sur une blockchain publique, celle d'Ethereum, Jérémy Lebescon. Non, ça légitime davantage. La grande différence, en revanche, par rapport à stablecoin, c'est que les stablecoins, tout le monde peut s'y exposer là, techniquement, et on va faire très vite là-dessus. C'est-à-dire qu'il faudra avoir une adresse qui est whitelistée, donc qui est autorisée pour pouvoir utiliser ces tokens-là. Donc tout le monde n'y aura pas accès, même si c'est sur une blockchain publique. C'est-à-dire qu'il y a des restrictions qui sont dans le contrat intelligent du token, qui font en sorte de bloquer les usages à un certain nombre d'investisseurs à qualifier. Mais en revanche, pour rebondir sur ce que vous disiez sur Ethereum, oui, ça légitime d'autant plus la place de ce réseau qui est, pour le rappeler, la deuxième blockchain en termes de capitalisation derrière Bitcoin, dont l'usage est très DeFi, très finance décentralisée, et ça confirme donc aussi l'avantage qu'il y a par rapport à une blockchain publique, puisqu'on a souvent eu de la finance qui s'intégrait sur des blockchains, mais qui étaient la plupart du temps privées, donc en l'occurrence qui n'ont pas beaucoup d'avantages
davantage par une base de données centralisée. Là, ça sera auditable, visible par tous, et c'est ça qui améliore énormément les choses. Et une petite précision, en fait, oui, effectivement, les particuliers ne pourront pas s'y exposer directement. Par contre, les sociétés crypto qui vont donc être whitelistées vont pouvoir proposer en fait de l'exposition à leurs propres clients sur ce produit-là. Donc indirectement, en fait, on pourra s'y exposer d'ici peu de temps. Donc c'est pour les professionnels. Pour résumer, c'est accessible aux professionnels qui sont whitelistés par BlackRock, puis ensuite potentiellement aux particuliers en passant par ces professionnels qui ont été whitelistés par BlackRock. Pour résumer, c'est quoi la différence avec un stablecoin normal? C'est que il faut avoir son ticket d'entrée entre guillemets pour pouvoir y aller, c'est ça? Tout à fait. Et puis c'est comme l'actif sous-jacent. L'actif sous-jacent, c'est des bons du Trésor américain. C'est considéré comme l'actif le plus sûr au monde après l'or et peut-être après le Bitcoin pour les autres. Mais globalement, c'est un actif qui est très recherché, qui est très sûr. Donc alors que la plupart des stablecoins sont indexés sur des trésoreries, donc sur du dollar, normalement adossés au dollar. Parfois sur des actifs qui sont tangibles comme de l'immobilier, comme on l'a vu sur les rapports de TVA notamment. Donc là, en l'occurrence, c'est vraiment l'actif sous-jacent qui fait la grande différence. Et puis aussi, en effet, comme Grégory l'a très bien dit, l'acteur qui est derrière. Et chez les très grands stablecoins, USDC et USDT principalement, quand on détient ce stablecoin-là, on n'a que la valeur de ce stablecoin en main. On n'a pas les rendements. Là, sur le produit de BlackRock, on va en plus avoir les rendements. Parce que Circle et Tether, en fait, les gardent pour eux. Donc là, c'est une meilleure redistribution. Donc qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, on voit que depuis que BlackRock, il y a eu plusieurs déclarations de Larry Fink notamment qui croient beaucoup à la tokenisation des actifs réels. Et on voit d'ailleurs que les tokens associés à cette narrative-là sont en avance globalement sur le reste du marché. On a pu voir ça aussi avec les tokens notamment liés à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que le marché anticipe C'est clairement une nouvelle tendance qui est en train d'émerger. Donc ce qu'on appelle les real world assets, donc en gros les tokens qui sont reliés à des actifs du monde réel, donc là en l'occurrence des bons du trésor. Et en fait le fait que BlackRock arrive, ça déclenche en fait beaucoup d'attractivité pour ces projets-là. Bon, il va falloir faire très attention. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de nouvelles tendances pour investir, de nouvelles opportunités. Les tokens de gouvernance de ces projets-là ne sont pas forcément automatiquement de bonnes opportunités. C'est pas parce qu'ils ont dans leur réserve des bons du trésor de BlackRock que forcément ces projets vont marcher. Donc il faut être vraiment très 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 attentif si on s'intéresse à ce secteur-là. On peut quand même citer une valeur qui est le projet de finance décentralisée le plus avancé aujourd'hui dans les real world assets, c'est Ondo Finance. Et donc, ils ont annoncé juste hier qu'ils allaient intégrer les bons du trésor de BlackRock dans leurs réserves. C'est un projet suisse, c'est un projet très innovant, mais encore une fois, très émergent, donc potentiellement très risqué. Mais voilà, c'est la première valeur. Effectivement, c'est important de le rappeler que c'est pas parce qu'un projet monte, même s'il est affilié entre guillemets à une narrative qui semble porteuse, qu'il y a forcément un cas d'usage concret derrière. Jérémy Lebescon, vous vouliez non, mais en tout cas, pour conclure peut-être là-dessus, mais ça a déjà rencontré un grand succès, même s'il y a peu d'entreprises qui s'y mettent. Pour le moment, une dizaine, en effet, comme Grégory le disait. Je crois qu'on en est déjà à 245 millions, 250 millions de dollars de souscriptions. Donc... Exactement, en une semaine, c'est quand même pas mal. Je pense qu'on verra le milliard assez rapidement. Ouais. Et puis là, je crois que la capitalisation totale des tokens qui sont liés un peu à cette narrative-là, c'est à peu près 8 milliards de dollars, ce qui laisse quand même un potentiel de croissance, sachant que le Dogecoin, je crois, est à 30 milliards de dollars à peu près. Oui. Donc on peut s'attendre, encore une fois, on ne sait pas, mais on peut s'attendre effectivement que ce soit une narrative qui continue de performer. Mais on le rappelle, évidemment, c'est pas parce que la narrative performe que derrière, il y a forcément des tokens sérieux. On disait tout à l'heure que effectivement, ça pourrait légitimer d'autant plus la blockchain publique Ethereum sur laquelle est adossé ce fonds-là tokenisé de BlackRock. Larry Fink a déclaré récemment que BlackRock essaiera de lancer un ETF Ether Spot, même si la SEC désigne Ethereum comme une security. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, Larry Fink est sûr de lui. Après, de toute façon, je pense ce qu'il faut se dire, c'est que là, on est sur des rapports de force. Moi, je pense qu'on peut considérer légitimement, on l'a déjà dit sur ce plateau, je ne vais pas forcément me faire des amis, mais qu'Ethereum peut être en effet considéré comme un titre financier aux États-Unis. Ça peut être légitime de le dire. Maintenant, on est sur un rapport de force tel qu'il y a des capitaux qui n'attendent que ça. BlackRock est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. J'ai envie de dire qu'il est presque plus puissant que la SEC. Donc, en l'occurrence, s'il le dit, je pense qu'on peut le croire. Totalement d'accord. Grégory, ouais. Totalement d'accord avec toi, Jérémy. Et aussi, on peut préciser que BlackRock, en fait, ce n'est pas Ethereum. C'est pas parce qu'ils veulent lancer un ETF Ethereum qui représente Ethereum. Donc, si Ethereum un jour se fait requalifier en titre financier,
BlackRock, ils s'en fichent, ils pourront les mettre aussi. Ils font des ETF pour un peu tout et n'importe quoi. Donc Ethereum, soit une securities ou pas, ils vont le faire. Bien sûr, mais on voit quand même que BlackRock peut être un attaché de presse quand même assez puissant. Ça a aidé pour le Bitcoin, en tout cas pour le ETF Bitcoin, ça a permis d'accélérer les choses, en effet. Et qu'est-ce qu'on en avait parlé dans une émission récemment, mais si on peut faire un petit rappel du dossier Ethereum Spot. Donc il y a cette histoire de la classification juridique, commodities ou securities. Bon, là, Larry Fink a l'air de faire fi de ça et dire quoi qu'il arrive, moi je ferai ma demande. Qu'est-ce qui nous reste qu'est-ce qui reste sur la planche pour que potentiellement cette ETF ait des chances d'être acceptée, Jérémy ? De toute façon, il y a encore des demandes qui avaient été repoussées. Je crois que les prochaines, là, ça sera en mai pour le réexamen. Il y a la question de savoir si le staking rentre dans la catégorisation de cette ETF, c'est-à-dire si les dividendes liés au staking peuvent être inclus dedans. Et pour le coup, je crois qu'il y a eu des propositions avec staking et sans staking. En Europe, l'ETF ou l'ETP ou ETN avec staking existe déjà. Il a notamment été émis par une société que tout le monde connaît ici, qui s'appelle CoinShares, mais on n'a pas non plus le même gendarme financier. Aux États-Unis, c'est d'ailleurs même cette qualification de staking qui pourrait faire d'Ethereum un titre financier, une security. Donc la question se pose notamment là-dessus. Voilà. Tout à fait, parce qu'en fait, en sécurisant Ethereum, donc en stakant des Ethers dans le protocole, on reçoit des récompenses qui peuvent être apparentées à des dividendes. Et en fait, le fonctionnement des dividendes, ça vous requalifie en titre financier. Et pour finir sur ces histoires d'ETF spot, Larry Fink aussi a déclaré très récemment qu'il était très optimiste quant à la viabilité long terme du Bitcoin et que cet ETF, donc l'ETF Bitcoin Spot qui a été approuvé mi-janvier, connaît la croissance selon lui la plus rapide de l'histoire des ETF. Et jamais des ETF n'avaient collecté autant d'argent en aussi peu de temps. Je ne sais plus très bien à combien on en est là, mais c'est autour de 15-16 milliards. En seulement 2 mois et demi, il faut rappeler que Galaxy, qui est une entreprise financière de référence aux États-Unis, avait évoqué une collecte de 14 milliards pour la première année en totalité, en 12 mois. Là, on a déjà plus ou moins explosé ce montant-là en 2 mois et demi, donc c'est stratosphérique. Après, on va quand même préciser aussi pour les investisseurs potentiels que Larry Fink, son boulot, c'est aussi d'être l'attaché de presse de ces ETF. Là, évidemment, de Bitcoin. Il faut. Voilà. Mais on peut aussi rappeler, d'ailleurs, je mentionnais CoinShares, qu'on a un acteur franco-britannique qui maintenant va occuper le territoire américain, puisque CoinShares, donc fondé par des Français, a racheté récemment, a finalisé l'acquisition de Valkyrie, qui était un émetteur d'ETF Bitcoin aux États-Unis. Donc on aura aussi cet acteur-là qui rentre sur le territoire américain. Ça sera intéressant d'observer comment CoinShares se positionne, d'autant qu'ils ont d'autres produits ETF indexés plus ou moins près au Bitcoin qui pourraient émerger, notamment sur les mineurs. Et puis en parlant des États-Unis, on a SBF, Sam Bankman-Fried, qui est aujourd'hui auditionné à New York et qui connaîtra sa peine de prison après son procès qui a eu lieu en octobre dernier. Très bientôt, là, dans la journée, on rappelle qu'il risque près de 110 ans, jusqu'à 110 ans de prison et que le procureur de New York réclame, lui, entre 40 et 50 ans de prison. Donc, il va savoir bientôt la peine de prison potentielle et on rappelle pour ceux qui nous rejoindraient qu'il a détourné l'argent des clients de sa plateforme FTX. On retourne en France avec l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Jérémy, effectivement, l'AMF n'est pas très en forme financièrement, en tout cas, dans le sens où, visiblement, ses finances se réduisent alors que ses prérogatives augmentent, ce qui peut être problématique. Notamment avec l'émergence du marché crypto qui prend de plus en plus de place au sein de l'AMF. Alors, par rapport à la situation financière de l'AMF, c'était un peu un secret de polichinelle. Vous l'avez déjà, je pense, évoqué récemment sur ce plateau, notamment par rapport aux prestataires de services sur actifs numériques, les fameux PSAN. En effet, pour comprendre le fonctionnement de l'AMF, l'AMF donc est financée par les entreprises qu'elle régule, notamment les banques, les fintechs ou encore les prestataires, mais sauf qu'au-delà d'un certain seuil, c'est ensuite l'État qui récupère le surplus. Donc en l'occurrence, il y a un cap auquel que l'AMF ne peut pas dépasser. Et forcément, ça entraîne certaines restrictions. Et là, avec l'explosion notamment du marché crypto, ça crée quelques complications et qui ont été notamment remarquées par la Cour des comptes qui par ailleurs avait aussi en janvier annoncé qu'elle était favorable à une régulation un peu plus stricte du secteur des crypto-actifs. Donc la Cour des comptes est bien positionnée pour connaître un peu les deux secteurs et notamment cette autorité-là. Et en l'occurrence, le problème c'est que l'autorité des marchés financiers n'a probablement pas non plus les moyens, en tout cas l'ensemble des moyens nécessaires pour réguler correctement ce secteur-là.
Mais en fait, ce qui se passe, quel est le problème? C'est-à-dire qu'en fait, là, on est en train de poser des nouvelles règles pour les acteurs crypto. On est en train de leur imposer, et à juste titre, parce qu'il faut quand même avoir une base de régulation, notamment pour les PSAN, etc. Mais finalement, là, l'AMF n'aurait pas les moyens de répondre assez vite pour que ces entreprises-là puissent faire leur travail sur les marchés. On va peut-être rappeler rapidement ce que c'est un PSAN d'ailleurs. C'est un prestataire donc, de services sur actifs numériques. Il y a 3 statuts, il va y avoir bientôt 3 statuts. Il y a l'enregistrement donc, qui est l'étape la plus simple et la plus souple aussi. C'est ce qu'a noté la Cour des comptes, donc, qui ne permet pas non plus forcément de protéger l'ensemble des investisseurs selon elle. Il y a ensuite l'agrément et puis il y a l'agrément renforcé. Et il y aura donc même une 4e étape avec l'entrée en application de MiCA, mais qui correspond peu ou prou à ce qu'on a chez nous avec l'agrément. Donc ce sont des statuts qui permettent de réguler et d'enregistrer les entreprises assermenties à utiliser les cryptoactifs ou à les vendre ou la commercialiser en France. Et le problème, c'est que il y a des entreprises qui maintenant essayent de passer à l'étape supérieure, des entreprises qui sont enregistrées, qui veulent désormais avoir l'agrément, notamment parce que cet agrément-là va devenir obligatoire et notamment en vue donc de MiCA, le marché sur les cryptoactifs, le règlement sur les marchés sur les cryptoactifs européens qui va entrer en application dès le mois de juin. Et le problème, c'est qu'il commence à y avoir un petit bouchon sur les dossiers et l'examen des dossiers. Grégory, effectivement, si on crée des règles mais qu'on n'a pas vraiment les moyens de les faire appliquer correctement ou en tout cas à temps, ça peut jouer sur notre compétitivité, notamment par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Oui, bien sûr, et je trouve que c'est assez contradictoire avec la volonté politique qui a été exprimée ces dernières années de faire de la France le hub de la blockchain en Europe. Il faut mettre les moyens chez le régulateur quand on a cette ambition-là. En décembre, il y avait à peu près 102 PSAN enregistrés, donc 102 entreprises à contrôler. Faut savoir que l'équipe FinTech de l'AMF est quand même assez petite. Et en plus, après ça c'est un mal de toutes les agences gouvernementales du monde entier, les meilleurs éléments se font recruter par le privé. Et donc à certains moments de l'année, les effectifs sont réduits en termes de quantité, en termes de talent. En fait, dès qu'il y a un talent qui émerge, il va dans le privé. Donc c'est un phénomène assez naturel. Mais voilà, et après, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut peut-être mieux payer les gens pour qu'ils restent. Jérémy, pour finir là-dessus. Non, mais vous parliez de compétitivité. Et en effet, j'avais une source qui connaît très bien le régulateur qui me confiait ce matin que il y a en effet d'autres juridictions. Alors, il y a eu l'Irlande où Coinbase s'est installé, mais il y a aussi Malte qui commence à refaire coucou alors qu'elle était déjà très présente par le passé. Mais la France avait réussi un peu à le supplanter. Et donc, c'est un territoire du Sud qui commence à émerger, à essayer d'attirer les entreprises parce que chez eux, c'est plus simple, plus rapide et plus facile. Et en effet, ça peut être inquiétant par rapport aux ambitions françaises d'accueillir ces entreprises. Et pour finir là-dessus, est-ce qu'on sait si notre régulateur, l'AMF, prévoit justement de rattraper un peu le tir là-dessus pour pouvoir nous remettre un peu au premier plan au niveau compétitif? Le discours officiel, c'est que les délais se sont raccourcis. Or, de ce que je sais, moi, de ce que j'entends, c'est que les délais ne cessent de se rallonger. Donc, je crois qu'il y a une volonté, puisqu'en plus, il y a normalement un effectif qui devrait s'agrandir, mais à une hauteur, une dimension qui restera très limitée. Mais je ne sais pas si ça suffira en tout cas à combler le retard. Et il y a un gros problème aussi actuellement, c'est qu'on essaye de transposer dans la loi française donc le règlement européen MiCA. Ça coince sur beaucoup de points, notamment sur les stablecoins. À la CPR, ça travaille beaucoup sur ce sujet-là. Et là, actuellement, en fait, on ne sait pas très bien comment les stablecoins vont se faire réguler. Donc il y a déjà un embouteillage au sein même du régulateur. Donc avant que les entreprises se fassent agréer, enregistrer comme il se doit, il y a déjà ça à débloquer. Un dernier point juste pour préciser, parce que vous parliez, Grégory parlait des centres de PSAN qui étaient enregistrés en France. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, si on passait dès demain au règlement européen sur les cryptoactifs, seule Société Générale Forge aurait donc la dimension, le statut pour pouvoir le faire, puisqu'il n'y a que Société Générale Forge aujourd'hui qui a l'agrément PSAN en France. Oui, effectivement, ce qui est un problème si on ne peut pas permettre aux autres qui déposent des dossiers de pouvoir simplement être reçus ou examinés, ça va être problématique. Pour rester dans le feuilleton réglementation, je disais tout à l'heure, on l'a appris en début de semaine, Jérémy, les JONUM, donc les jeux à objet numérique monétisable, sont autorisés à titre expérimental pour une durée de 3 ans. Est-ce qu'on peut déjà peut-être rappeler ce que c'est? Ouais, alors en fait c'est un peu ce qu'on qualifie de loi Sorare. Alors ça fait partie du projet de loi de régulation sur l'espace numérique. Il y avait une commission mixte paritaire mardi entre députés et sénateurs. Et en fait c'est fait pour réglementer les jeux avec des NFT, donc type Sorare, type Ultimate Champions, type MetaFight ou encore Stables, donc qui était adossé à PLS.
PMU. En l'occurrence, on était dans une zone un petit peu grise sur ces jeux-là, et notamment sur les gains de ces jeux-là. Alors, on parlait d'autorisation, ce n'est qu'un texte qui est sorti, qui n'a pas encore été publié. Il faudra encore attendre le vote des sénateurs qui aura lieu le 2 avril, le vote de l'Assemblée nationale qui aura lieu ensuite le 12 avril, et puis ensuite il faudra attendre le décret. Voilà, c'est pas fait, mais on va dans ce sens-là. Mais par contre, est-ce que entre guillemets, c'est un top ou un flop? Parce que c'est quand même mitigé. C'est-à-dire que je crois que tout le monde n'est pas ravi de ça, notamment les petits acteurs. Le consensus, c'est que tout le monde se satisfait qu'il y ait au moins un consensus. En tout cas, qu'il y ait au moins une sorte de clarification. En revanche, sur les dispositions qui sont prévues, et notamment, alors, il faudra notamment que toutes les entreprises qui émettent ce type de jeu-là s'enregistrent auprès de l'Autorité nationale des jeux. Et surtout, en fait, là où le point blesse, c'est qu'il faudra un contrôle d'identité, une vérification d'identité dès la création du compte. Alors qu'aujourd'hui, pour les jeux d'argent traditionnels, la vérification d'identité n'est obligatoire que dans les 30 jours après la création du compte. Et généralement, les gens donc ne le font que s'il y a véritablement du gain financier. Un gain derrière. Voilà, du gain derrière. Là, en l'occurrence, ça voudrait dire que le coût de l'acquisition client devient très cher, et c'est là où ça pénalise énormément ce type de jeu-là, et notamment les petits acteurs parmi ce type de jeu. Grégory, une réaction par rapport à ça? Non, je suis complètement d'accord. Et puis bon, c'est vrai que depuis que ce texte est un peu sorti du bois, il y a beaucoup de gens qui sont, qui poussent des cris d'orfraie, mais il fallait de toute façon quelque chose, il fallait avancer. Certes, c'est Sorare qui a poussé tout ça, et c'est taillé sur mesure pour Sorare. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est mieux que rien, et la France est le premier pays européen à légiférer en la matière. Donc ça veut dire que quand il va y avoir une concertation européenne sur le sujet, ça veut dire que c'est un peu la main de la France qui va guider la réglementation européenne. Donc ça c'est plutôt intéressant. On se souvient que pour la réglementation des paris en ligne, donc c'était il y a à peu près 10-15 ans, la France l'avait subi. Et donc là, on va un peu faire une réglementation européenne un peu à notre patte. Donc moi, je préfère voir le positif. Bon, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, Jérémy. Il faudra tout de même attendre le décret final, puisque c'est là où on connaîtra véritablement en substance le texte. En l'occurrence, notamment sur le seuil, puisque les gains financiers devraient être, en tout cas, il devrait y avoir un seuil maximal pour ces gains financiers. Il faudra voir à quel point, donc, justement, ce qui reste du texte actuel dans la formule finale. Pour le moment, en tout cas, moi, j'avais quand même des acteurs qui me disaient, on n'est pas forcément non plus sûr de ce qui va se produire à la fin, de comment on sera régulé. Il y a beaucoup de lobbying en coulisses, notamment de la part des casinos qui attendent les casinos en ligne, et des compagnies d'argent de jeux d'argent traditionnels. Donc en l'occurrence, rien n'est encore finalisé pour le secteur, et d'ailleurs on l'a vu alors que par exemple pour la loi Pacte, le secteur était plutôt ravi en 2019. Mardi, on n'a pas vu l'industrie crypto française non plus sauter de joie à l'annonce de ce consensus. Je l'ai rappelé en début d'émission, SBF Sam Bankman-Fried va connaître sa peine de prison dans les minutes ou heures qui viennent. Messieurs, j'ai une question pour vous. Quelle que soit la peine de prison, est-ce que cette peine-là peut avoir une influence quelconque sur telle ou telle régulation, que ce soit outre-Atlantique, voire même avoir des répercussions chez nous, en Europe? Grégory ou Jérémy, je ne sais pas qui veut commencer. Je pense que quand le jour où les États-Unis voudront réguler vraiment leur écosystème crypto, disons qu'ils auront cet exemple de FTX et ils verront ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que voilà, ça va avoir un impact à ce niveau-là. Ils auront connu cette affaire. Après, voilà, sur l'Europe, Mika était déjà en route, même avant que le scandale éclate. Donc, je ne pense pas que ça aura beaucoup d'incidence chez nous. Oui, ça va pas. Même sur les marchés, je pense qu'on pouvait même redouter ça avec ce qui s'est passé pour Binance et CZ. Les gens pouvaient appréhender qu'il puisse y avoir une répercussion notamment sur les cours. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point de maturité où ça n'aura aucune incidence. Et au contraire, même, ça permettra de légitimer encore davantage le secteur. Même si je pense aussi que SBF est un peu un prétexte, alors qu'il y avait aussi peut-être d'autres acteurs à juger. Et pour préciser, au niveau des cours, l'écosystème Solana, c'était celui qui était le plus lié à l'écosystème FTX, SBF, Alameda. Le cours du sol, c'est bien reparti. C'est très très bien relevé. Donc preuve qu'on peut vivre sans FTX, même quand on est intimement lié à lui. Bon, très rapidement, s'il nous reste moins d'une minute, question un peu plus légère. Hier, il y avait sur ce plateau le CTO de Ledger, Charles Guillemet, et il m'a dit, après le plateau, on discutait comme ça, il m'a dit, pour moi, on n'est pas en bull market.
Et j'étais assez surpris de cette déclaration et je voulais avoir votre avis. Grégory, pour vous, est-ce qu'on est en bull market ou on n'est pas en bull market? C'est marrant parce que j'ai vu Charles Guillemet un peu plus tôt le matin lors d'un petit déjeuner et il me disait exactement la même chose, comme quoi c'est sa marotte. Donc moi je considère qu'on l'est quand même parce que le Bitcoin... Ça dépend ce qu'on appelle un bull market. Mais oui, c'est sûr qu'on n'en parle pas tous les jours au journal de 20h, mais quand même, il faut regarder la progression du Bitcoin sur un an. On est à plus 160, 170%. En 2023 déjà, Et les altcoins, là, sont en train d'exploser. Il y a les mêmes coins, donc c'est ces tokens qui n'ont aucune valeur fondamentale, si ce n'est le fait de vouloir faire rire, qui explosent. Ce genre de phénomène, ça se voit dans les bull runs. Pour vous, Grégory, ça a commencé. Jérémy, très rapidement, parce qu'il nous reste 10 secondes. Je ne suis pas sûr. En tout cas, j'attends de voir l'effet du halving. Je pense qu'il y aura un effet self-news, mais après, ça devrait décoller. D'accord. Bon, et on verra ça dans quelques semaines. Le halving est dans 23 jours, si je ne m'abuse. On verra ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jérémy Lebescon, chef de rubrique crypto Web3 à Capital.fr et 21 millions. Grégory Raymond, cofondateur de Biguel et directeur de la recherche. Merci d'avoir été avec nous. Demain, les journées sont fermées, donc pas de BFM Crypto les pros. Mais par contre, tout de suite, dans quelques instants, c'est BFM Bourse avec Guillaume Sommerer. BFM Business, BFM Crypto, le club.